Et salut à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, j'ai envie de vous parler de React. Alors pourquoi React? Parce que souvent, les tutoriels que l'on voit, c'est des tutoriels qui vous montrent comment créer une application de A à Z complètement en React. Et moi, il y a un cas que j'ai envie de vous aider à traiter. Vous avez un client qui a un vieux site que vous lui avez développé vous-même en PHP, HTML, CSS classique. Il veut faire une évolution dessus qui nécessite du JavaScript et vous ne voulez pas faire du JavaScript normal, vous avez envie d'utiliser la librairie React. Et ça, il y a peu de tutoriels, même si la doc officielle en parle très bien, il y a peu de tutoriels qui vous montrent et qui vous initient à comment le faire. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, je suis Lior Shamla, développeur et formateur, et si vous voulez faire du React dans un site déjà existant, ben restez ici, cette vidéo va vous intéresser. Comme j'essaye de le faire de plus en plus souvent, le code source pour pouvoir me rejoindre dans ce tutoriel se trouve dans ce dépôt guide que vous pouvez voir dans la description en dessous, donc vous avez le lien, et ce qu'on va faire du coup c'est qu'on va tous partir sur le même code, un code qui simule l'existence d'un vieux blog en PHP, voilà, donc il n'y aura pas de base de données ni rien, mais vous inquiétez pas, je vous ai mis les pieds sous la table, vous allez voir ça marche très bien. Ce qu'on va faire c'est qu'on va se rendre dans notre console, on va aller bien sûr ici sur notre dépôt Git et je vous ai mis une petite documentation sur comment installer. Évidemment il faut commencer par cloner le dépôt. Donc moi dans ma console je me suis mis dans un dossier où je suis bien, au KLM, et j'envoie du coup mon git clone. Donc c'est parti, ça clone, ça va me créer un dossier où il va y avoir quelques fichiers, pas grand chose. Ce que je peux faire maintenant c'est aller dans le dossier qui s'appelle cours React in PHP, j'y vais. Et là-dedans, normalement, ce que je vois, c'est un certain nombre de fichiers. Voilà, je vois surtout un fichier composer.json. Donc, vous aurez besoin ici de lancer un composer install parce que j'ai besoin, vous allez le voir, donc d'une certaine dépendance qui est Faker pour pouvoir justement simuler le fait qu'on ait une base de données avec des articles. Donc quand vous avez fini d'installer les dépendances, en fait il n'y en a qu'une, c'est le Faker, puisque je vais vous simuler une base de données d'articles, là, grâce à Faker, vous pouvez lancer ça dans votre éditeur de code préféré, à savoir, pour ma part en tout cas, VS Code. Ce que l'on voit, bon, évidemment, c'est le fameux composer.json, et donc les amis, quand on va voir le composer.json, déjà, premier point, vous voyez que je me suis fait offrir par un étudiant très sympathique, très généreux, la fameuse fonte opérateur mono, comme ça, je suis vraiment, voilà, dans les clous du formateur sur YouTube, j'ai la même fonte que tout le monde, je suis nickel, si j'avais un syndrome de l'imposteur, là, je l'ai plus, je suis vraiment formateur sur YouTube, j'ai la même fonte que tous les autres, ok. Donc en gros, dans ce composer.json, on voit la seule dépendance, c'est Faker, puisque je vais vous générer des données aléatoires dans ce projet, et j'ai aussi mis en place un autoload ici avec le PSR4 pour dire tout simplement que tout ce qui est dans le namespace app se trouve dans le dossier inc. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans ce dossier en fait? On voit surtout un fichier index.php qui est ici et dans lequel je vous explique grosso modo que je require l'autoload en fait pour avoir toutes les classes dont j'ai envie, et puis ensuite j'ai une variable $article ici, et en fait j'appelle ici ma méthode getArticle de mon générateur. Dites-vous, grosso modo, que je suis en train de vous simuler le fait que vous ayez fait une requête à la base de données et que vous en ayez extrait des articles. Alors, si vous avez envie de voir à quoi ressemblent ces articles, vous pouvez décommenter ces lignes ici, hop. Et ce que vous pouvez faire maintenant, c'est ouvrir votre terminal, hop, et vous pouvez y lancer la commande suivante pour lancer vraiment cette application PHP en disant php-s, puisqu'on veut lancer le serveur local interne de PHP, et on va pas se servir d'Apache ni rien, on lance juste PHP comme ça, et on va le lancer sur localhost 2.3000. Quand c'est fait, vous pouvez faire CTRL-clic sur l'URL ici, et boum, ça va vous ouvrir le site sur votre navigateur. Alors, qu'est-ce qu'on y voit? On y voit le Vardump, le fameux Vardump, on y voit comment sont faits les articles. Un article, c'est un title, c'est une introduction, c'est un nombre de likes, et c'est aussi un booléen qui dit si l'utilisateur actuellement connecté, on va faire comme si on était un utilisateur connecté sur le site, is liked, c'est la donnée qui nous dit, est-ce que l'utilisateur actuellement connecté, il aime déjà cet article ou il ne l'aime pas? Notre but, ça va être de fabriquer un bouton like en React sur ce vieux site en PHP. Alors bien sûr, les données sont générées aléatoirement, donc si vous actualisez votre page, vous n'aurez pas du tout les mêmes données. Il n'y aura plus le même nombre de likes, il n'y aura pas non plus la même donnée is liked, puisque c'est toujours aléatoire. Donc ça dépend en gros de, quand vous actualisez, ne vous inquiétez pas si vous voyez des données différentes à chaque fois. Donc voilà en gros comment est faite ma structure de mes articles, et donc ma variable article au pluriel contient un tableau qui va contenir lui-même plusieurs tableaux qui sont en fait nos articles issus de notre base de données, d'une requête SQL qu'on aurait fait, imaginons. Ok, si maintenant vous ne voulez plus voir ce Vardump, vous pouvez toujours recommenter, alors hop, vous pouvez toujours recommenter ici ce truc là, boum. Et là, du coup, quand vous actualisez, vous avez la véritable page. C'est en fait tout simplement un peu de bootstrap ici, qui nous montre voilà les articles et la liste de nos articles de façon aléatoire. Encore une fois, si vous actualisez, vous changez tous les articles. Notre but, c'est de créer ici même, à côté du bouton lire la suite sur chaque article, un petit bouton React. Ok, alors comment est-ce qu'on peut faire ça ?
Pour commencer, je vous proposerai d'aller tout de suite sur la doc reactjs.org. Sur le site officiel de React, vous avez dans la documentation, donc dans la partie documentation ici, une petite partie qui est négligée par les développeurs, mais qui en fait est super utile, c'est comment vous pouvez rajouter React simplement à un site internet. Alors on va partir sur plusieurs étapes, on va faire ça crescendo. Premièrement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir comment est-ce qu'on installe React, tout simplement, avec simplement une balise script, et comment est-ce qu'on fait du React, mais sans précompilateur, ce qui veut dire sans utiliser toutes les choses hyper cool du genre le JSX. Et ensuite, on verra comment on fait ça avec un compilateur, donc avec du JSX, mais ça demande un peu plus de boulot. Grosso modo, ce qu'on va regarder ici. On va descendre, et vous avez ici une étape, la step 2, Add the script tag. Donc vous pouvez tout simplement copier ces deux script tags ici. Alors, vous allez les copier, et on va se rendre désormais dans notre fichier index.php, puisque c'est là-dedans que l'on veut travailler, c'est sur ces articles que l'on veut mettre un bouton j'aime. En bas du body, ce que vous pouvez faire, c'est copier vos balises de script ici. Alors hop, vous réindentez bien sûr. Et là, ça y est, vous avez la possibilité d'utiliser React au sein de votre site internet, de votre fichier index.php. Sublime. Ce que je vous propose, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va se créer ici un nouveau dossier que l'on va appeler, je sais pas, par exemple statique ou média, bref, c'est un dossier, vous savez, où vous allez ranger vos JavaScript et vos CSS. Donc ici, moi, je vais l'appeler, je sais pas, moi, statique, voilà. Et dans statique, ici, je vais aller me poser un petit fichier, un petit dossier, pardon, hop, nouveau dossier, que je vais appeler JS, et c'est dans ce dossier JS que je vais aller me placer ici un petit fichier que je vais appeler post.js. Et dedans, je vais mettre un petit console.log, hop, hop, on va virer ça, Kiku YouTube. Ok, sublime. Et alors, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de venir ici et de lier ce script. Donc je vais taper script.src, une tabulation, et là on peut aller chercher dans static, /js/post.js. Je vais sauvegarder et je vais venir ici actualiser ma page index. Je vais ouvrir ma console bien sûr avant, parce que qui fait du JavaScript sans console, perd 2 points les gars, voilà, c'est 2 points en moins. Donc on actualise, et là on voit bien que c'est bon, tout fonctionne bien, on a bien lié notre Kiku YouTube. Alors pour l'instant, ce que j'ai envie de vous montrer, c'est comment est-ce que je crée facilement un petit bouton j'aime, mais vraiment très basique, en JavaScript natif. Alors pour faire ça, ici, hop, je vais devoir me placer, si vous voulez, des endroits où je vais vouloir dire à React, toi, tu vas t'accrocher à tel endroit. Donc je vais avoir envie d'avoir des emplacements, si vous voulez, sur ma page, où je vais pouvoir les requêter pour dire à React, toi, tu vas installer tel composant dans tel emplacement. Je viens de vous dire que j'aimerais que chaque article ait un petit bouton j'aime. Alors pour avoir un petit bouton j'aime dans chaque article, il faudrait déjà qu'il y ait un emplacement qui soit prévu à cet effet pour que React puisse ensuite y injecter notre composant qui sera un bouton j'aime. Alors pour faire ça, ce que je vous propose, c'est que dans notre boucle ici, qui montre chacun des articles, en dessous du lien qui va nous amener voir le détail de l'article, donc en dessous du lien lire la suite, on pourrait se rajouter ici un petit span dont la classe sera, alors là la classe c'est pas du tout pour faire du CSS, c'est juste vraiment pour pouvoir repérer ces différents spans, et là on pourra mettre ici un React Like, voilà, une classe React Like. Ok, donc vous êtes d'accord avec moi, normalement, en dessous de chacun de mes articles, si je vais inspecter ici, et que je vous montre le contenu de mon inspecteur, en dessous de chaque article, j'ai ici span class React Like. Et je peux regarder chacun des articles, c'est toujours la même. Donc chacun de mes articles a maintenant ce span là. Ok, on va pouvoir ranger ça. Voilà, reste là, tranquillou. Mets-toi à l'aise. Alors du coup, maintenant, il faut qu'on fasse le code JavaScript qui va dire, pour chacun de ces spans là, je vais y aller et je vais lui injecter à l'intérieur le bouton Like. Comment est-ce qu'on va faire ça? Dans notre fichier post.js, ce que l'on peut faire, c'est déjà commencer par créer un composant React. Alors, vu que juste avant d'inclure post, j'ai inclus React, j'ai accès à, et React DOM aussi, bien sûr, excusez-moi, j'ai accès à deux variables. J'ai accès à la variable React, qui est en fait l'objet principal de la librairie React, et j'ai accès à l'objet React DOM, qui va me permettre aussi de mettre en lien mon composant React avec mon DOM, c'est-à-dire mes éléments normaux. Alors comment est-ce qu'on va créer ici un composant like? Un composant like, c'est très simple. Il faut créer ici une classe ES6. Donc on va créer ici une classe qu'on va appeler like_button, ok? Et on va le faire étendre React. Oula, je sais pas pourquoi il fait ça, mais React.component. Ok, sublime. Alors ce qu'on va pouvoir faire ici, c'est créer tout de suite un constructor. Dans notre constructor, on va dire qu'on va recevoir des props. Et on va dire tout de suite qu'on va appeler le constructeur de notre classe parente, c'est-à-dire React.component, pour mettre en place 2 ou 3 choses, en lui passant les props. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en place un state. On va dire ici, moi j'ai un state, ok.
Et ce state, il est égal à un objet tout con, qui va avoir ici une propriété likes, un nombre de likes, ok. Et donc ce qu'on va dire, c'est que ces likes, ça peut venir de nos props, hop, props.likes, et que si on n'a rien dans props.likes, ça sera forcément 0, ok. Et je vais avoir aussi une propriété qui va s'appeler isLiked, et ça sera égal à props.isLiked, et si on n'a rien là-dedans, pareil, ça sera égal par défaut à false. Et là, j'ai mon état. Super. Alors n'oubliez pas, hein, les amis, quand on crée ici une classe, hein, en ES6 pour un composant React, on veut absolument, effectivement, un constructeur, même si on verra après grâce aux classes properties que c'est pas obligatoire. Et on veut aussi, évidemment, une fonction render. Obligatoirement, il nous faut ici une fonction render. Sublime. Donc notre fonction render, elle doit nous retourner... Alors ici, on peut pas faire de JSX, donc je vais pas pouvoir faire comme dans tous les autres tutoriels, écrire des balises. On verra après comment est-ce qu'on peut utiliser le JSX. Mais tant mieux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas que le JSX n'est pas une magie. Le JSX, c'est juste une surcouche, un sucre syntaxique, hein, une surcouche syntaxique pour remplacer quelque chose de très verbeux qui est la création d'éléments React, tout simplement. Ici, si moi j'ai envie de renvoyer, par exemple, un H1 qui dirait bonjour, ou allons directement, un lien qui aurait le texte j'aime. J'ai envie donc de retourner, et là je peux pas faire un lien comme ça. Ça n'existe pas. Ça, c'est pas du JavaScript. Ça, c'est du JSX, et nous, pour l'instant, on ne peut pas en faire. Donc ici, ce que je peux faire, c'est renvoyer tout simplement une instance de React.createElement, ok. Donc React.createElement va me permettre de créer un élément React. Sous-entendu, un élément qui peut parfois être un élément HTML. Et donc ici, l'élément HTML que je veux créer, c'est un lien. Donc je vais dire que je veux créer un A. Ici, ce que je veux faire maintenant en deuxième paramètre, c'est lui passer des données qui vont permettre de configurer ce A, des propriétés, des attributs si vous préférez. Par exemple, j'ai une propriété class name qui va être égale à btn et btn link. Ok. D'ailleurs, en fait, je vais pas créer un A ici, excusez-moi, je vais créer plutôt un button. Voilà, comme ça au moins on a un bouton directement, ça c'est nickel. Donc là, ici, je peux passer des attributs. Si j'avais un autre attribut, je pourrais passer encore un autre attribut. Donc ça, c'est un objet JavaScript qui représente en fait les propriétés de mon bouton. Et ensuite, ce que vous pouvez mettre après cette virgule, c'est une suite de choses que vous voulez mettre à l'intérieur de votre bouton. Donc nous, ici, ce qu'on veut mettre à l'intérieur de notre bouton, c'est tout simplement le texte « J'aime ». Point d'exclamation. Ok. Donc théoriquement, quand on crée un composant like, ce qui va se passer, c'est que quand on va en fait, si vous voulez, rendre ce like bouton, ici, ce composant, on va avoir un bouton qui aura telle classe et qui aura écrit j'aime à l'intérieur. D'accord? Alors comment est-ce qu'on fait maintenant pour utiliser ce like button ici, pour l'utiliser au sein de notre page? Eh bien là, il va falloir que d'abord, on voit à quel endroit on veut les utiliser. Donc moi je sais à quel endroit c'est dans tous mes spans que vous verrez ici à côté des liens, c'est les spans qui ont la classe React Like. Donc ici ce que je peux faire c'est dire document.querySelectorAll et en fait ce que je veux sélectionner ici c'est tous les spans qui ont la classe React-Like. Bien sûr comme il y en a plusieurs, ce que me renvoie cette méthode ici c'est un tableau. C'est pas vraiment un tableau, c'est une node list mais c'est grosso modo la même chose. Je peux accéder ici à la méthode forEach qui va me permettre de boucler sur chacun de ces spans. Donc forEach prend en paramètre une fonction qui elle-même va recevoir chacun de ces spans un par un. Alors ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est dire tout simplement à React DOM, vous savez cette fameuse classe qui nous permet de lier un composant React à un élément du DOM, donc React DOM.render. Et ici je vais pouvoir lui dire, tu sais quoi, j'ai envie que tu me rendes cet élément React, ici ce like button, donc React.createElement. Et là, il attend que je lui dise soit le nom d'une balise, soit un composant React que j'ai créé. Moi, j'ai créé le like button, donc ça me va. Et du coup, j'ai envie que tu me rendes cet élément-là, virgule, à l'intérieur de mon span. Et là, voilà, là vous êtes OK. Théoriquement, si je sauvegarde et que je vais actualiser ma page, je devrais voir que pour chacun des spans qui avait la bonne classe, je vais avoir mon bouton like à l'intérieur. On fait le test, on actualise. Et on a notre bouton like ici, j'aime. Alors bien sûr, il n'est pas bien fini, bien comme il faut, mais il est déjà pas mal. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va améliorer encore ce bouton. On va le rendre un peu plus réactif. Ce que l'on peut faire, c'est qu'on peut dire ici que, quand on va cliquer, donc on-click, on peut se binder sur un événement. Ici, je peux dire, quand on va cliquer sur ce bouton, ce que j'ai envie de faire, c'est d'appeler une méthode qui est dans ma classe et qui s'appelle ici, hop, handleClick. Ok? Alors, la méthode handleClick, il faut la créer. J'ai plusieurs façons de le faire. Ici, je peux très bien créer ici une méthode handleClick, ok, et dire tout simplement,
ça va faire certaines choses. Alors, quel est le problème ici? Attention au binding de this. Ici, si je vous fais un console.log de this, vous allez voir qu'on n'est pas du tout au même... on n'est pas du tout... En fait, le this ici ne représente pas du tout mon objet global. Regardez, je vais actualiser ici. Et si je clique sur gem, vous voyez, this représente undefined. Il n'existe pas. Faites gaffe au binding. Ici, quand vous liez une fonction à votre événement, ici, à votre onClick, ben, vous sortez du contexte de l'objet. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a plusieurs solutions pour éviter ça. La première solution, ça serait dans notre constructeur ici, de binder, d'expliquer que ma fonction handleClick, à chaque fois qu'elle sera appelée, dans tous les cas, this à l'intérieur de cette fonction représentera ma classe entière. Donc ça, pour faire ça, on dit this.handleClick, ma fonction handleClick, c'est en fait égal à ma fonction handleClick, c'est vrai, mais à laquelle je vais binder this. C'est-à-dire que bind, c'est un ordre qu'on donne à la fonction pour dire à l'intérieur de toi, quand on appelle this, ce que ça représente, c'est le paramètre que je te passe ici. Moi, je vais passer this, sous-entendu mon objet global. Donc ici, si je sauvegarde, et que j'actualise et que je teste, vous allez voir que le this représente bien ma classe LikeButton. Super. Donc à l'intérieur ici, je peux appeler thisState et les méthodes, etc. Alors ça, c'est bien quand vous avez qu'une seule méthode comme ici. Le jour où vous en avez 40, ça commence à faire un peu chier. Bon, un composant avec 40 méthodes, déjà, il y a un problème. Mais grosso modo, le jour où vous en avez plus, ça pose un problème. Alors, qu'est-ce qu'on voudrait faire pour éviter d'avoir à faire ce binding ici, là? On va le supprimer. On a une autre solution, une deuxième solution, c'est ce qu'on appelle les zéro fonctions. Alors ici, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'on pourrait dire, ben, quand on clique là-dessus, en fait, je ne vais pas lui donner la référence à une fonction, je vais écrire moi-même ici une fonction. Et je ne vais pas écrire une fonction comme ça, comment dire, classique, parce que sinon, encore une fois ici, this ne représentera pas mon objet. This représentera le contexte de cette fonction, et c'est pas du tout ce qu'on veut faire. Donc je vais créer ici une fonction fléchée. Donc je peux dire ici, ben, onClick, c'est une fonction qui prendra 0 paramètres, et dont le seul but sera d'appeler this.handleClick. Mais cette fois-ci, on l'appelle pour de bon. On ne fait pas une référence à this.handleClick, on l'appelle nous-mêmes. Alors je vous propose qu'on aille tester, on va actualiser cette page, et quand je vais cliquer sur j'aime, le this représente bien ma classe. Sublime. Et enfin, l'autre solution, donc ça c'est la zéro fonction. Pourquoi on appelle ça une zéro fonction? Parce qu'ici on a mis les parenthèses de la fonction fléchée et ça nous plaît pas forcément. Donc l'autre possibilité, c'est tout simplement de lier effectivement la référence ici de handleClick, pas l'appeler, hein, juste on donne en référence la fonction handleClick. Et par contre, c'est la fonction handleClick qui sera une propriété, qui sera elle-même une fonction fléchée. Donc cette notation, le problème qu'elle a, c'est une super notation, c'est que sans Babel, sans un compilateur, elle ne pourra pas marcher, parce qu'elle n'est pas encore bien adaptée sur tous les navigateurs. Ici, ça c'est une proposition qui existe en JavaScript, c'est quelque chose qui existe, qu'on peut utiliser, mais pas en JavaScript natif comme ça sur tous les navigateurs. Regardez, même Google Chrome, qui est pourtant un navigateur avancé, si je viens ici et que j'actualise, vous voyez ici, une expected token égale. Cette notation-là, de dire ici, par exemple, une donnée égale quelque chose, state égale un objet, par exemple, c'est interdit. C'est pour ça que je suis passé par le constructeur ici pour créer mon state, et c'est pour ça qu'ici, on ne pourra pas utiliser cette troisième méthode. Donc, si on veut, du coup, ici, faire vraiment marcher ça, on ne peut pas utiliser la fonction fléchée. Ça sera soit la zéro fonction ici, comme on l'a fait tout à l'heure, soit le binding dans notre constructeur. Alors moi, je vais passer sur le modèle de zéro fonction, si ça vous dérange pas, et puis comme ça, on est bon. Donc je vais actualiser ici, hop, et là du coup ça fonctionne. Quand je clique, j'ai bien mon this. Alors désolé pour cette petite voilà, parenthèse, hein, mais grosso modo il fallait quand même que j'explique bien ce système de this, là ça c'est très important. Et donc ici, ce que je vais faire dans mon handleClick, c'est tout bête. Je vais dire, je vais rajouter un like, ou je vais en enlever un en fonction de si j'aime déjà ou si j'aime pas. Comprenez-moi bien, si j'aime déjà un article et que je clique dessus, ça veut dire que je ne l'aime plus, donc je veux supprimer un like. Si je n'aime pas un article et que je clique dessus, ça veut dire que je veux l'aimer, donc je veux rajouter un like. Donc ici, ce que je peux faire, c'est dire const isLiked, ça me vient de this.state.isLiked. Ok. Et là maintenant, ce que je peux faire, c'est poser une question. Je peux dire ici, const likes, ça peut être égal à likes plus, et alors là, maintenant, il va falloir poser une question. Est-ce que isLiked est true? Donc, j'ai pas besoin de préciser true, hein, voilà. Est-ce que c'est à true? Si c'est à true, si je suis déjà en train d'aimer, qu'est-ce que je veux rajouter à likes comme nombre? Ben, je veux lui rajouter -1. Bah oui, likes plus -1, ça fait likes -1. Ok. Et là, maintenant, ce que je peux faire, c'est dire, ben oui, mais si je n'aimais pas et que maintenant j'aime, donc je veux rajouter 1, tout simplement. Ok, sublime. Et donc là, c'est bon, j'ai ma variable likes. Alors, par contre, ce que j'ai envie de faire, c'est de mettre à jour mon état. This, set state, hop, this, set state, et ici, c'est un objet qui sera, où je vais dire simplement, ben, les likes dans mon state, j'ai envie que ce soit égal aux likes que je viens de calculer ici. Alors pour les feignasses ici, ceux qui savent pas, sachez qu'en ES6, on a une possibilité ici,
JavaScript nous donne cette possibilité, c'est de dire ben, quand le nom de votre propriété, c'est le même que le nom de la valeur que vous y mettez, vous pouvez ne pas le répéter. Et ici, JavaScript comprend qu'en fait, quand il voit ça, il comprend que ça veut dire likes, likes. Magnifique. Donc là, c'est cool. Alors par contre, le truc, c'est que, ok, je sais faire évoluer mon nombre de likes. D'accord, très bien. Mais moi, j'aimerais bien le voir afficher, ce nombre de likes. Alors, je vous l'ai dit, la fonction react.createElement, elle prend le nom de l'élément que je veux créer, et ensuite, elle prend les attributs que je veux lui passer, et ensuite, elle prend autant que je veux les contenus que je veux mettre à l'intérieur de ce bouton, par exemple. Alors moi, ici, j'ai mis le texte « j'aime ». Mais moi, avant même de mettre le texte « j'aime », ce que j'aimerais mettre, c'est du JavaScript, tout simplement, c'est le nombre de j'aime qu'il y a. Donc, je vais mettre ici « this.state.likes ». Ok. Ensuite, j'aimerais mettre un espace. Alors, je peux mettre ici, virgule, et là, mettre un espace. Et ensuite, je peux mettre ici une virgule, et il y aura le mot « j'aime ». Alors, faisons un test. On va sauvegarder, et on va aller actualiser. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit beaucoup de choses qui ont 0 j'aime. Alors, c'est normal, hein, puisque par défaut, je vous ai dit, soit on me passe dans mes propriétés un likes, soit je mets 0. Donc, par défaut, c'est 0, c'est normal. Maintenant, ce que j'aimerais tester, c'est si je clique, normalement, la fonction handleClick est appelée, et je vais pouvoir calculer que, comme je ne l'aime pas par défaut, eh bien, je vais avoir plus 1 dans les likes. Comme j'appelle ma fonction setState, normalement, la fonction render va être rappelée derrière, et donc le rendu va changer, et je devrais avoir ici 1 like au lieu de 0 like. Voyons ça tout de suite, je clique. Et là, j'ai une erreur JavaScript, uncock likes is not defined. Ok, likes is not defined. Pourquoi il me dit ça, ce con? Ah ben oui, je suis con. Ici, j'écris const likes égale likes plus, mais c'est débile. C'est égal à this.state.likes, ce qu'il y a déjà dans mon état ici, donc 0, plus quelque chose. Ok, ça c'est plus logique déjà, autant pour moi. Je vais actualiser, et je vais cliquer. Hop, et là je vois mon 1. Eh ben magnifique, super. Alors du coup là, vu que j'ai pas de gestion réelle de l'état, quand je clique, ben j'ai voilà, j'ai les états, le numéro de j'aime qui monte. Alors bien sûr, on veut pas que j'aime plusieurs fois. Donc ce qu'on pourrait faire ici, c'est dire, ben ok, ce que je veux faire aussi dans ce setState, c'est que je veux dire likes, ça sera les likes, ok, super, mais j'ai aussi envie de dire que du coup, si je n'aimais pas, et que je clique sur j'aime, ça veut dire que maintenant j'aime. Donc si isLiked était à false, j'ai envie que isLiked passe à true. Et inversement. Donc ce que j'ai envie de faire ici, c'est de dire que ben, la donnée isLiked dans mon state doit être égale à l'inverse de la donnée que j'ai actuellement, mon isLiked actuel. Ok, on va sauvegarder, on va actualiser. Et là, quand je vais cliquer sur j'aime, je vais en rajouter un, super. Et si je reclique, ça l'enlève, magnifique. Alors maintenant, ce que j'ai envie de faire aussi, c'est que j'ai envie de dire, ben, vous voyez ce j'aime là. Moi, j'ai pas envie qu'il y ait écrit forcément j'aime. J'ai envie que si dans mon state isLiked est à true, il y ait écrit je n'aime plus pour qu'on comprenne que le lien serve va enlever le lien. Et si dans mon state isLiked est égal à false, j'ai envie d'écrire j'aime. Donc ici, ce que je peux faire, c'est une ternaire. Je peux dire tout simplement, ici, ce que je veux écrire, c'est pas forcément j'aime. Moi, ce que je veux écrire, c'est ceci. Je vais poser une question. Je vais dire, est-ce que dans mon state isLiked est égal à true? Si c'est le cas, ce que j'ai envie d'écrire, c'est je n'aime plus. Ok. Sinon, ce que j'ai envie d'écrire, c'est j'aime. Et donc, regardez ici, quand je vais venir par défaut, il y a écrit j'aime, mais si je clique, il va me dire, ok, il y a un like, c'est le tien d'ailleurs, et on peut dire je n'aime plus. Magnifique, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Parfait. Alors maintenant, je peux aller encore plus loin en disant que ben, dans mon bouton, en fait, j'aimerais bien avoir, avant d'avoir tout ce bordel, une icône qui soit un font awesome. Et on va donc aller sur le site fontawesome.com, sur lequel on va évidemment trouver nos icônes favorites, et vous voyez qu'ils ont mis à jour leur site, magnifique, très très beau. On va aller sur le bouton Start Using Free, ok. Et là-dedans, on va se choper ce fameux lien ici qui va nous permettre d'avoir le CSS de fontawesome et donc de créer des petites icônes sympathiques. Ok, on va aller dans notre index.php et on va aller ici dans le head, rajouter ici le lien vers fontawesome. Nickel chrome. Et donc ça nous permet, au sein de notre JavaScript ici, d'utiliser une icône fontawesome. Comment ça va marcher? Moi, ce que je vous propose, c'est que on veut, après avoir dit combien il y a de likes et combien il n'y en a pas, ok? On veut rajouter un nouvel élément. Alors là, pour le coup, moi, si je veux créer un élément HTML ici, c'est pas une chaîne de caractères que je dois mettre, hein. C'est un élément React. Donc ici, ce que je veux dire, c'est que je veux créer un nouvel élément. Donc React.createElement. L'élément que je veux créer, c'est un i. Et j'ai envie de lui passer en propriété une class name qui serait, par exemple, alors ici, la class name, ça serait FAR et FA-thumbs-up. Ok, ça devrait être cool. Alors n'oubliez pas de rajouter une virgule ici, hein. En fait, finalement, ça n'est qu'un argument de plus par rapport aux autres.
Et donc normalement, si je viens ici et que j'actualise, je vais avoir mon icône. 0 icône, ok, nickel. Alors ça serait peut-être bien d'avoir un espace entre les deux. Ouais, alors si je veux un espace entre les deux, bah, c'est très simple, je rajoute ici un espace. Magnifique. Alors là, évidemment, vous êtes en train de vous dire, putain, mais quelle galère, c'est pas ça qu'on m'a vendu quand on m'a vendu du React. C'est pas faux, on vous a vendu du magnifique JSX. Mais le truc, c'est qu'en JavaScript natif, le JSX, ça n'existe pas. Donc, on va le faire, hein. Juste après, vous inquiétez pas, c'est l'étape d'après. Grosso modo, ici, si je clique sur j'aime, j'ai mon 1 ici, et j'ai mon je n'aime plus ici. Si je reclique, j'ai mon 0 et j'ai mon j'aime. Magnifique. Par contre, j'aimerais bien que cette icône, elle change. J'aimerais bien ici que cette icône, la class name ici, ce soit pas forcément FAR, FA thumbs up, ce soit potentiellement FAS, FA thumbs up. C'est-à-dire que si j'aime déjà, j'ai envie d'avoir le pouce rempli. Si j'aime pas, j'ai envie d'avoir le pouce vide. Alors pour faire ça, je vais dire ici, this.state.isliked, et je pose la question, il est aimé déjà cet article ou pas? Alors s'il est déjà aimé, je veux le FAS, et ensuite FA thumbs up. S'il n'est pas déjà aimé, donc qu'est-ce que je mets dans le cas où il n'est pas déjà aimé? Alors là, je veux le FAR. Hop, je le mets ici tout de suite. FAR. Donc vous avez bien vu, ici on a deux possibilités. Soit j'aime déjà et c'est un FAS, soit j'aime pas et c'est un FAR. Ok, je sauvegarde. Et donc on voit ici, ben voilà, on voit ça nickel, c'est parfait ça. Je vais actualiser. Et là du coup, si j'aime, j'ai le pouce bleu. Si j'aime pas, ben j'ai le pouce normal. Et si j'aime, j'ai le pouce bleu. Ok, parfait, magnifique, ça marche superbement bien. Alors normalement, ce qu'il faudrait faire dans ce handle click ici, c'est carrément une requête Ajax qui va prévenir notre serveur que bah oui, j'aime cet article ou je ne l'aime pas. Donc on est satisfait ici de notre fonctionnement, on a mis en place React sur le vieux site de notre vieux client et on est content et c'est cool. Le problème c'est qu'on se dit, là, ça va pour un petit bouton j'aime. Si j'ai envie de faire des composants plus compliqués, j'aimerais bien pouvoir utiliser JSX. Et là, on rentre dans la deuxième partie du tutoriel, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser JSX sur le vieux site d'un client. Ben, on va avoir besoin d'un compilateur. Alors, si vous allez sur la documentation de React ici, et que vous descendez, il y a un moment où il va vous proposer, ben, si vous voudriez utiliser JSX. Ok, si tu veux utiliser JSX, mon bro, qu'est-ce que tu dois faire? Eh bien, tu dois absolument obtenir Babel. Donc, dans ton site, tu dois absolument avoir ici Babel. Ok, pourquoi pas, très bien. Allons voir. Je vais rajouter ici, en dessous de mes deux liens de script vers React, le lien vers Babel que j'ai trouvé dans la documentation de React. Alors, attention, Babel, qu'est-ce que c'est? Babel, c'est un, si vous voulez, une brique logicielle en JavaScript. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va lire un code JavaScript nouveau, avec toutes les dernières fonctionnalités, et elle va ensuite le traduire en JavaScript ancien, qui est compatible avec le plus de navigateurs possible. Et donc, comment on peut faire ici pour dire à Babel qu'on vient de charger, il faut que tu lises mon fichier post.js et que tu le transformes. Et d'un autre côté, vu qu'on va utiliser du JSX dans ce fichier, il faut que notre navigateur lui-même ne le lise pas, sinon il va planter. Hein, vous vous rappelez ce qui s'est passé quand ici j'ai dit, par exemple return, et ici une balise button. Ok, vous vous rappelez que ici, mon navigateur, là, si je fais ça, et que je vais actualiser, il me fait une erreur. Il me dit, bah mec, t'as un token bizarre là, ici, ça marche pas ça. Donc évidemment, il faut qu'on empêche le navigateur de lire ce script ici. Alors il y a une façon très simple de faire les deux. En rajoutant sur votre balise de script ici, qui va vers votre post.js, vous pouvez rajouter ici type égale text/babel. Premièrement, votre navigateur ne va pas s'en préoccuper, parce que votre navigateur, quand il voit une balise de script avec texte Babel ou texte Toto, il dit, oula, c'est pas pour moi, c'est pas du JavaScript, j'y vais pas. Par contre, votre librairie Babel, ici, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va pouvoir voir que, ben ouais, il y a du JavaScript à traduire là. Ça, c'est un tag pour dire, je vais traduire ce JavaScript. On va sauvegarder, et on va voir ce que ça donne, et vous allez voir tout de suite un petit warning. Et on va vous expliquer de quoi ça parle. Hop, j'actualise, et je vois ici, vous êtes en train d'utiliser Babel dans le navigateur et c'est une très mauvaise pratique. Alors pourquoi c'est une mauvaise pratique? Ben déjà parce que vous chargez la librairie Babel, qui est pas légère, hein. Et ça, normalement, le Babel, c'est pas fait pour servir son navigateur. D'autre part, parce que là, vous êtes en train, en temps réel, de faire de la transformation, de la réécriture. Puisque Babel regarde un code moderne et le traduit, donc il y a tout un processus quand même qui se passe en temps réel ici, et le traduit en un JavaScript normal, natif, on va dire. Et là, ça nous pose un problème, parce que ça prend de la performance pour rien. Donc ici, on nous met un petit warning en disant, mec, dans la théorie, tu aurais dû faire ça sur ton ordinateur, tranquillou, et nous donner dans notre site simplement le lien vers le JavaScript déjà compilé par Babel, et ne pas demander à Babel de le faire en temps réel. Ok, peu importe. Pour l'instant, commençons comme ça. Ici, ce que je peux faire, c'est remplacer
toutes les fonctions React.createElement par des balises. Et oui, parce que c'est ça le but du JSX. Le but du JSX, c'est de dire, les gars, vous emmerdez plus avec cette notation-là, qui est une notation fonctionnelle, en objet, qui est complexe. Créez une nouvelle notation qui ressemble à du HTML. Et c'est ça qui a fait notamment le succès de React, puisque pour les débutants qui arrivent, ils n'ont pas cette syntaxe-là qui est absolument dégoûtante, ils ont une syntaxe qui est beaucoup plus sexy. Alors ici, ce qu'on peut faire, c'est dire que ce que l'on veut retourner, vous voyez que je garde ici ce code-là pour vous montrer en gros comment est-ce que je transforme un code classique en un code JSX, et ça vous montrera aussi, quand vous faites du JSX, dites-vous toujours que derrière, ce qu'il y a, c'est le code qu'on vient de voir en dessous. Donc ici, moi, j'ai dit que je voulais créer un élément qui était un button. Ok, bah je crée un button alors. Nickel. J'ai dit que je voulais qu'il ait une class name qui soit btn link et je voulais qu'il ait un onClick qui soit this.handleClick. Bah ok, pas de souci, nickel. Donc je voulais qu'il ait une class name qui soit btn et btn link. Donc vous voyez qu'en réalité, les données que vous passez ici en deuxième paramètre dans cet objet-là, ce sont les attributs que vous donnez quand vous faites du JSX. Et quand on clique, je veux que ça appelle. Alors regardez ici, class name c'était une chaîne de caractères. Donc je l'ai copié tel quel. Par contre ici, onClick c'était du JavaScript, c'est une fonction, etc. Donc comment est-ce que je peux dire en JSX? Ben, quand je veux faire du simple JavaScript, je mets ici des accolades. Et je vais dire, ben c'est une fonction, en fait je mets le même code. C'est exactement le même code que ce que j'ai ici, c'est du copier-coller. Ok, ça y est, j'ai mon bouton. Alors j'ai dit, dans mon bouton, j'aimerais un certain contenu. Qu'est-ce que j'ai dit que je voulais comme contenu? J'ai dit que je voulais this state likes. Ok, mais c'est du JavaScript, c'est pas du JSX, c'est pas du HTML entre guillemets. Donc si j'ai envie de mettre ça, je suis obligé de mettre ici une accolade. Ok. Ensuite, j'ai dit que je voulais un espace. Bon ben, ok, je fais un espace. Ensuite, j'ai dit que je voulais un autre élément React qui serait un i. Alors en JSX, comment est-ce qu'on crée un élément React? Ben, tout simplement comme en JavaScript, quoi. Comme en HTML, pardon. Et donc ici, ce qu'on va faire, c'est que, vous voyez ici les éléments que j'ai rajoutés à mon i, la class name, ben je vais faire la même chose. Je vais dire, mec, j'ai une class name ici. Et c'est égal à, et vous voyez qu'ici, j'ai pas mis une chaîne de caractères dans le class name, j'ai mis ici toute une phrase. Ben, je vais simplement copier cette phrase, et ici, je vais dire que je fais du JavaScript, et je vais coller cette phrase ici. Et donc là, j'ai mon i, super, mon icône. Et enfin, j'avais un dernier espace, et ici, j'avais aussi une phrase qui dépendait d'un JavaScript, qui était ce JavaScript-là. Donc si je veux faire du JavaScript, n'oubliez pas, j'ouvre les accolades, et je colle mon JavaScript dedans. Donc je vais sauvegarder ici, ça va se remettre bien en forme et tout, nickel. Alors là ici parfois ce qu'il vous fait c'est qu'il vous remet vraiment des espaces au format JavaScript. Donc ça c'est le formateur qui le fait, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire vous-même. Après même franchement je trouve ça un peu moche. Et du coup je vous ai montré comment on traduit du React classique en JSX ici. Et inversement, pour tous ceux qui ont l'habitude de faire du JSX, ben, sachez qu'en fait s'il n'y avait pas la syntaxe JSX, ben React ça serait un peu moins sexy parce que vous seriez obligé de faire ce bordel là pour arriver au même résultat. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va virer ça, on va sauvegarder, éventuellement moi ici, j'ai pas envie d'avoir ça, j'ai vraiment envie d'avoir des espaces, mais le problème c'est que là les espaces seront pas gardés par le formateur. On va actualiser, et là, on voit ici que, ben ouais, c'est bon, nos boutons sont là. Et alors, effectivement, là, ça m'emmerde de pas avoir d'espace. Ce qu'on peut faire ici, c'est tout simplement rajouter ici du NBSP, hein, c'est une entité HTML, pour dire que je veux un espace insécable en plus, voilà, enfin, fais-toi plaisir, moi je veux des espaces ici, hein. Ah, voilà, là j'ai des espaces. Est-ce que mon bouton marche quand je clique dessus? Ça marche parfaitement bien, c'est magnifique. Nickel Chrome, parfait. Alors par contre, du coup, ici, je vais enlever cet espace-là. Et je vais réactualiser pour être sûr. Ça marche parfaitement bien, c'est nickel, je suis très content. Donc on a non seulement pu faire du React sur le site vieillissant, mais en plus on a pu le faire avec Babel et donc avec du JSX. Notez entre parenthèses que vu qu'on utilise Babel maintenant, je n'ai plus besoin de ce constructeur là, je peux supprimer mon constructeur, parce que grâce à Babel, je peux utiliser une fonctionnalité qui n'existait pas en JavaScript natif, qui est celle-ci, la fonctionnalité des properties, des classes properties, dire ben, state c'est égal à un objet. Et je peux faire pareil ici pour handleClick, je peux dire ben, handleClick c'est égal à une fonction fléchée. L'avantage que ça me donne, c'est que du coup ici le onClick, j'ai plus besoin de faire une zéro fonction, comme je vous expliquais tout à l'heure, donc une fonction fléchée qui appelle handleClick, je peux tout simplement dire que je fais référence à handleClick. Et je n'aurai aucun souci, on va quand même retester pour être sûr. Et là, ah, bah si quand même, vous voyez que j'ai un problème. Pourquoi? Uncog référence, props is not defined. Ah oui, c'est ici que j'ai un problème. Ici, ça sera pas props, ça sera du coup this.props. Et ici, pareil, ça sera this.props. Alors normalement, il faut pas le faire comme ça, hein, mais bon, c'est pas grave, on verra après. Hop. Et donc là, ça marche parfaitement bien. Je suis très content.
Super. Alors, on a quand même toujours ce problème-là, qui est que, ben ouais, les gars, vous utilisez Babel au sein du navigateur, et ça, c'est pas beau. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer à la troisième partie de ce tutoriel, à savoir ben, comment je mets en place une véritable machine, une véritable procédure pour coder proprement du JavaScript moderne sur un vieux site, et de façon très simple. Hein. Là, je vais pas vous faire chier avec des choses très complexes. On va même pas installer le véritable Webpack, on va installer une surcouche qui a été développée par Symfony et qui s'appelle Encore, et qui va carrément nous faciliter la tâche pour faire tout ça. Donc si vous êtes chaud, on part là-dessus. Alors je vous réexplique. Mon but, c'est que, plutôt que de faire appel à Babel dans le navigateur pour qu'il traduise en temps réel du nouveau JavaScript en de l'ancien, ce que j'ai envie de faire, c'est de me mettre en place chez moi, au moment du développement, une structure, un processus, une procédure qui va me permettre de écrire en JavaScript moderne, mais ensuite de compiler en JavaScript ancien et de livrer au navigateur le fichier déjà compilé. Ça, du coup, ça fera en sorte que j'ai plus besoin d'installer, de faire appel à Babel sur le navigateur pour traduire en temps réel. Pour faire ça, il va nous falloir un environnement de JavaScript moderne, donc il vous faut Node, il vous faut NPM, et il va falloir qu'au sein de notre projet PHP, HTML, CSS, là, le projet de notre client, nous installions certains utilitaires. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir notre console ici, on va créer du coup un nouveau terminal ici, et on va demander à ce que ce projet soit un projet NPM. Donc je vais dire ici NPM init, et je peux même mettre ici un -force, ok, et ça va me créer un package.json. Vous le voyez ici, il est apparu, les nouveaux package.json. Ok, le package.json, c'est comme le composer JSON, mais en JavaScript, et du coup, ça va me permettre de dire quelles sont les dépendances dont j'ai besoin, ok, et comment je vais pouvoir travailler là-dessus. Alors moi, tout de suite, ce que j'ai envie de faire, c'est d'installer, donc hop, je vais vous montrer comment faire ça. Je veux installer, bougez pas, j'enlève la barre des fichiers, npm, donc npm install. Et moi, ce que j'ai envie d'installer ici, tout de suite, c'est un logiciel, une brique logicielle qui va me permettre de faire appel à de la compilation et notamment à Babel. Pour ça, on peut utiliser Webpack. Mais moi, je trouve personnellement, en tout cas en tant que, voilà, moi j'étais à la base spécialisé back. Quand je suis arrivé sur Webpack, j'ai vu des fichiers de config de Webpack, j'ai pété des câbles. C'était horrible. Alors c'est super parce que Symfony m'a compris. Les mecs de Symfony, ils m'ont compris. Ils ont dit, on sait que tu viens du bac, on sait que Webpack c'est infâme pour toi. Et on sait qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est dégoûtant Webpack. Et le fichier de config est horrible, même si le logiciel en lui-même est excellent. Donc ce qu'on va te faire, c'est qu'on va te fournir en fait une surcouche qui va te permettre de travailler avec Webpack, certes, mais sans avoir l'inconvénient d'avoir un fichier de config qui est imbitable. Ok? Merci les mecs de Symfony, c'est cool, bravo à vous. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est installer un package qui s'appelle /symfony/webpack-encore. Et vous pouvez même rajouter ici le flag --save-dev. Ok, on attend. Et ici, NPM va nous installer le module Webpack encore et on va pouvoir bosser avec. Si on veut bosser avec, dans l'idéal, hein, les amis, toujours pareil, il faudrait qu'on aille sur la documentation. Vous pouvez aller sur Google et chercher Symfony Webpack encore. Et ici, on va tomber sur la documentation du Webpack encore dans Symfony. Alors, dans cette documentation, si vous descendez, vous allez trouver un lien ici, installation. On va voir comment on installe ça. Alors, le truc, c'est que cette documentation, elle montre comment on installe encore, mais dans une application Symfony. Alors, nous, on n'est pas du tout dans une appli Symfony, on est dans le vieux site PT qu'on a fait il y a 10 ans pour notre client. Donc, nous, on n'a pas Symfony Flex. Nous, on veut l'installer. Ici, vous voyez qu'il y a un encart vert. Comment l'installer sans Symfony Flex? Et donc ici, il nous parle de la possibilité d'ajouter du coup le package Webpack encore, ok, super. Et ici, ils vont nous donner un exemple de fichier webpack.config.js. Je vais donc vous demander de copier tout ce fichier-là, tout ce code-là. Hop, tout ce code-là, vous le copiez. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que dès que ça a fini d'installer, ou même avant que ça finisse d'installer, on va ici se créer un nouveau fichier qu'on va appeler webpack.config.js, la configuration Webpack. Et en fait, on va coller tout ce qu'on a copié tout à l'heure, ici. Et maintenant, le problème qu'on a, c'est qu'on ne peut pas le faire marcher tant qu'on n'a pas installé notre package, mais on reviendra une fois qu'il aura installé, c'est assez lourd. Ici, je vais essayer de vous expliquer très rapidement, parce que mon but, c'est pas de faire un cours sur Webpack ou sur Webpack encore, mais grosso modo, qu'est-ce qu'on fout ici? Alors, Webpack, c'est un logiciel, si vous voulez, à qui on va donner des instructions, et qui va permettre de faire certaines tâches. À la base, les tâches qu'il pouvait faire, c'était par exemple, va voir tous ces fichiers JavaScript là, et mini-filer, et mêler en un seul fichier, etc. Comme ça, pour ma production, je suis bien. On peut faire pareil avec du CSS. Et finalement, on a ajouté des tâches, et Webpack, il est là vraiment pour faire plein de tâches possibles. Mais l'idée, c'est toujours se dire, je pars d'un code de départ, et j'arrive à un code d'arrivée. Je vais le compiler en un code d'arrivée.
Alors ici, vous voyez tout de suite qu'on nous dit, ben, où est-ce que je vais mettre le code d'arrivée? Alors il nous dit, ben, moi, je veux bien te mettre ton code d'arrivée dans public, dans le dossier public et dans le dossier build. Alors nous, c'est pas du tout ça qu'on veut faire. Nous, ce qu'on veut faire, on a vu, hein, on veut que nos fichiers JavaScript ils soient dans static et dans JS. Donc, ben, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'on crée déjà un dossier dans lequel on va mettre notre code de départ, tout en sachant que notre code d'arrivée, eh bien, il sera là. Il sera dans static/js. Donc ici, le output pass, je vais l'enlever, c'est pas public/build, c'est static/js, tout simplement. Ok? Alors, ce que je vais pouvoir faire aussi maintenant, c'est dire, moi, dans mon dossier, maintenant, attention, ici, ça n'est plus là où je vais coder. Maintenant, cet endroit, c'est là où il va y avoir mes fichiers compilés. Donc, ce que je vais pouvoir faire ici, c'est me créer un nouveau dossier que je vais appeler ici, bah, pourquoi pas assets, d'accord? Et là, ça sera mes choses à moi, mon CSS, mon JavaScript à moi, pas celui qui est compilé. Et donc, je peux même dire ici directement /js parce que je veux créer un dossier assets et un dossier dedans à l'intérieur qui s'appellera JS. Eh bien, mon post.js, vous savez ce que je vais en faire? Je vais le prendre et je vais le mettre à l'intérieur puisque c'est mon code à moi. Ok? Et donc, maintenant, le but, c'est de dire, ben, Webpack va voir mon code à moi et ressort-le dans ce dossier-là après compilation et optimisation. Ok, super. Donc, le public pass ici, ça sera du coup /static/js. Donc, ici, on est bien. On a configuré où est-ce qu'on allait sortir les fichiers. Alors maintenant, on va lui dire, ben, quels sont les fichiers qu'on a envie de créer, de compiler et de regarder. Moi, je vais lui dire, ben, tu sais quoi? Tu vas regarder, tu vas me créer une entrée. Une entrée, en gros, c'est un fichier qu'on va sortir, d'accord, qu'on va compiler, qui s'appellera post au pluriel, et je te dis, ben, il se trouve dans asset.js post au pluriel. Ok, donc là, Webpack comprend, je vais aller voir ce fichier-là, je vais le compiler, et dans mon dossier de sortie, qu'on a défini ici, et je vais te compiler ici, donc ça sera en fait dans JS post au pluriel .js qui aura le code compilé. Donc ici on a le enable single run. Alors ici on a le enable single runtime chunk. C'est en gros l'idée c'est de dire voilà Webpack quand il va compiler vos fichiers, il va toujours mettre une partie toujours un peu en amont de votre traduction. Il va mettre quelque chose à lui. Alors le problème qu'on a c'est que si vous compilez plusieurs fichiers et que vous les ajoutez à la même page web, chaque fichier va avoir ce code là à l'intérieur, un code en commun en gros. Donc vous c'est con, vous téléchargez 3 fichiers JS sur la même page, les 3 ils ont une bonne partie qui est la même. Qu'est-ce qu'il nous propose de faire ici? Grâce au single runtime chunk, l'idée c'est de dire, attends, le code commun que je te mettrai dans tous les fichiers, je vais pas le mettre du tout dans tous les fichiers, je vais le mettre dans un fichier à part. Comme ça, si toi, quand tu vas appeler tes 3 fichiers JavaScript dans la même page, tu vas appeler qu'une seule fois le runtime, les 3 fichiers, eux, seront plus légers puisqu'ils ne contiendront pas cette partie-là qui est en gros de la mise en place. Ok, alors clean output before build, c'est en gros le délire de dire, ben, avant que je construise, je vais virer tout ce qu'il y avait déjà dans ce fichier JS, d'accord? Et ensuite, ici, le versionning, on en parlera juste après. Alors nous, on a plusieurs choses à faire. Ici, je vais sauvegarder, et vous allez voir que je vais avoir plein d'erreurs. Si je vais voir, est-ce que ça a installé encore? Oui, ça a installé encore, super. Alors maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est de mettre en place le fonctionnement de encore. Pour faire ça, je vais aller ici, dans mon package.json, et je vais devoir mettre en place un certain nombre de scripts ici. C'est des scripts que je veux appeler, des commandes que je veux appeler pour mettre en place encore. Donc ici, la commande que je veux, c'est dev, ok, et qui, en fait, sous le rideau, lancera la commande encore, donc mon logiciel encore qui vient de s'installer là, encore dev, ok. Ensuite, je veux une autre commande que je vais appeler watch. Et ça, en fait, ça va lancer la même commande, encore dev, mais avec le paramètre watch. Nickel chrome. Et enfin, je veux une commande que je vais appeler build, et ça lancera la commande encore production. Donc c'est vraiment pour build, pour le livrer à mon client, donc l'optimiser, le minifier, l'avoir vraiment hyper optimisé, quoi. Ok? Donc maintenant que j'ai mes scripts, je peux les lancer. Et alors regardez ce que ça va nous donner. Maintenant je vais me mettre vraiment en phase, voilà, j'ai mon gros terminal ici, et je vais lancer ici npm run dev. Ça veut dire que je vais lancer ici mon webpack, mon encore. Et là on va voir ce qu'il va me dire. Normalement, il devrait gueuler. Voilà, il gueule. Voilà, c'est normal, il gueule. Alors, qu'est-ce qu'il a? C'est quoi son problème à lui? Ben lui, son problème, c'est que il voit ici des choses qui sont pas légales en JavaScript. Mais par contre, du coup, il me dit, ben moi, je veux bien compiler, mais à un moment donné, ça, c'est vraiment, c'est ultra avancé. Donc, si tu veux que je le compile, il faut que j'ai quand même un plugin pour le gérer. Et ici, on voit que, ben, on a ce plugin. C'est un plugin qui s'appelle @babel plugin properties. Donc, comment est-ce qu'on peut faire? La première chose qu'on va vouloir faire ici, c'est installer ce plugin de Babel. Oui, je vous ai pas dit encore, est une surcouche à Webpack, et embarque avec lui Babel. Donc, j'ai Babel, mais c'est juste que j'ai besoin de mettre un plugin pour Babel. Donc, je vais ici copier-coller ce truc-là, ok? Babel @plugin proposal. Et ici, je vais dire, ok, npm, hop, npm,
install --save-dev, ok, parce que je ne le veux que pour le développement, et je vais demander à télécharger ce plugin de Babel. C'est un plugin parmi d'autres que Babel nous propose. Et alors là, on pourrait se dire, bah, ok, c'est cool, il y a tout qui va marcher. Non. Parce que, ok, on a installé le plugin, mais on n'a jamais dit qu'on devait l'utiliser. Donc là, il va falloir se re-rendre dans notre webpack.config, et ici, on va utiliser une méthode. Donc vous voyez qu'ici, en fait, à chaque fois, on appelle toujours point quelque chose, point quelque chose, point quelque chose. On enchaîne les méthodes. Bah ici, moi, je vais me rajouter une petite méthode qui s'appellera configure Babel. Alors configure Babel, c'est une fonction de haut niveau, c'est-à-dire qu'elle prend en paramètre elle-même une fonction, hop, qui va recevoir un objet qu'on va appeler Babel config. Et alors là, bon ça vous pouviez pas forcément le deviner, mais vous regardez la documentation de comment ça marche. Et ici, ce que vous pouvez faire, c'est mon objet Babel config, il a une liste de plugins, ok, c'est un tableau. Et donc je peux rajouter à ce tableau. Et ici, en chaîne de caractères, je vais mettre la même chose que ce que j'avais copié-collé tout à l'heure. Le plugin @babel/plugin proposal class properties. Ok. Donc théoriquement, là, si je sauvegarde, j'ai bien dit à Webpack, configure Babel pour lui dire de rajouter le plugin Babel plugin proposal class. Et c'est ce qui va me permettre de gérer notamment ce truc-là, là, ce fameux égal ici. Tout ça pour ça, hein, je vous le dis. Hein. Hop. Et donc ici, je vais pouvoir relancer mon npm run dev. Et on va voir pourquoi s'il gueule ou s'il gueule pas. On va voir ce que ça donne. Normalement, il devrait gueuler à cause du JSX, hein, je vous le dis tout de suite, voilà, on regarde, et voilà, il gueule à cause du JSX. Pourquoi? Alors en gros, il nous dit, voilà, j'ai bien compris que tu voulais faire du React, ok, j'ai compris, mais du coup, il va falloir que tu me le dises, que tu me configures pour le fait de faire du React. Et donc ici, ce qu'on va devoir faire, c'est tout simplement rajouter encore une fois, ici, une petite instruction à encore, et on va lui dire notamment ici, si vous cherchez le mot React, vous allez voir qu'il y a une méthode qui s'appelle enable react preset. Alors ça permet de dire à Babel, je vais faire du React, donc faut travailler là. Bien sûr, vous pourriez vous dire, ah bah super, je vais lancer et ça va marcher. Non, non, non les amis, c'est pas si simple que ça. On va lancer run dev et vous allez voir qu'on va quand même avoir une erreur, mais cette fois-ci il va vraiment bien nous dire comment la corriger. Vous remontez jusqu'au message d'erreur. Ici il vous dit, ouais, vous essayez, ok, d'utiliser du React, pas de souci. Mais en fait, du coup, il me manque des packages. Il me manque Babel/preset React. Et donc, il va falloir que tu l'installes. Ici, il vous donne carrément la ligne de commande à taper. Donc, vous pouvez copier-coller cette ligne de commande. Et la coller ici. Et la lancer. Et donc là, je pense qu'on va toucher à la fin. Là, on va y arriver bientôt, hein, vous inquiétez pas. Donc là, on va installer le preset de React. Ok, pour Babel, pour que Babel sache faire du JSX. Quand c'est terminé, vous pouvez relancer une dernière fois npm run dev. Et on va voir ce que ça nous donne. Normalement, ça devrait compiler le fichier. Et ça marche, on a mis en place tout ce qu'il faut. Alors là, ça a pris du temps parce que je vous expliquais. Mais maintenant que vous avez compris, grosso modo, il y a 3 trucs. Hein. Enable React Preset, configure Babel pour lui dire qu'on veut utiliser ce plugin-là, et bien sûr, installer avec npm ces trucs-là. Et ensuite, bon, c'est parti, hein, vous balancez et ça marche. Magnifique. Donc il nous dit ici, ça a marché, je t'ai créé dans static.js un fichier runtime.js et un fichier post.js. Vous savez quoi les gars, la seule façon de voir si ça marche, c'est de venir ici dans notre index. Et ici, donc déjà on peut virer Babel, hein, ça on peut le virer, casse-toi de là. Et ici, plutôt que de prendre que le post, il va falloir aussi qu'on rajoute le runtime, hein, ce fameux fichier dans lequel il met toutes les conneries dont il a besoin. Et on n'a plus besoin ici de texte Babel pour le type, puisqu'on a maintenant du JavaScript, non seulement du vrai JavaScript, mais surtout du JavaScript dont on a pris soin qu'il soit compatible avec vraiment le plus de navigateurs possible, grâce à Babel. Magnifique. Et alors, on va aller actualiser, hein, tout simplement. Donc on va sur notre site, on actualise, et on voit si on n'a pas de grosses erreurs. Bah non, ça marche. Ça marche, et en plus j'ai du véritable React maintenant. Ici, si je regarde post.js, j'ai vraiment, voilà, du React à la bien, avec des fonctions fléchées, des propriétés de classe. Ici, j'ai du JSX, là, c'est vraiment, là, c'est je me fais plaisir. Et là, là, vous avez tout simplement du React dans vos, dans votre code, en fait, dans votre vieux code de votre vieux site pourri. Et alors, l'avantage, ici, c'est que, maintenant que j'utilise Webpack, qui est un module bundler, ce que je peux faire, c'est que je peux ne plus ici demander à avoir du React, ok, à prendre le lien React via une body script, je peux virer ces body scripts, et vous savez ce que je peux faire? Ce que je peux faire ici, c'est tout simplement npm install React, et aussi, alors je vais mettre en grand pour que vous voyez bien, install React, et aussi React-DOM. Allez, je veux ces deux packages. Donc là, j'ai installé React et React-DOM, nickel, ok, je peux virer la console, et là, ce que je peux faire dans mon fichier post.js, et donc ici, le fait d'utiliser, si vous voulez, Webpack, donc un bundler, ça me permet d'utiliser la notion de module et donc d'import et d'export. Donc ici, ce que je vais faire, c'est faire un import de React from
le package React. Et comme, attention, en bas ici, j'utilise React DOM, je vais avoir besoin de l'importer. Donc, je vais faire pareil, import React DOM from React-DOM. Voilà quelque chose qu'on ne pourrait pas faire sur le navigateur. Alors, en fait, on peut le faire sur Chrome, mais pas sur d'autres. Et donc, ici, je vais sauvegarder. Et bien sûr, si je fais une retouche ici, ce que j'ai envie de faire, c'est toujours relancer npm run dev. Alors, à un moment donné, ça va vous faire chier à chaque fois que vous faites une retouche de lancer npm run dev. C'est pour ça qu'on a créé, vous vous rappelez ici, le script qui s'appelle watch et qui me permet de le lancer en mode watcher, c'est-à-dire qu'en gros, il va surveiller mes fichiers et dès qu'il y a une modification, eh ben, il va tout simplement la prendre en compte et recompiler le code. Donc on attend ici, c'est bon, ça c'est bien compilé. Si j'actualise, est-ce que ça marche bien? Ça marche parfaitement bien, nickel. Alors, ben, on a presque fini. Maintenant, il y a une dernière question qui est essentielle quand même, les amis. Alors, c'est quoi cette question essentielle? C'est que, en fait, moi, développeur back-end PHP, rappelez-vous, je le sais combien de likes a cet article. D'accord? Or, moi, rappelez-vous ici, ce que je dis, c'est que mes likes, ils ont toujours 0. D'accord? 0 ou 1. Et d'ailleurs, on voit pas si moi, utilisateur connecté, j'aime déjà. Quand j'actualise la page, il y a personne qui a aimé et on me dit qu'il y a toujours 0 like. Alors ça veut dire quoi? Moi, les likes, je les connais, ils sont dans la base de données. Mais du côté front, du côté React, j'en sais rien. Par contre, du côté back, je les ai. Comment est-ce que je peux faire passer les données de l'un à l'autre? Alors, il y a un système relativement simple, c'est les data attributes, dont j'ai fait une vidéo que vous trouverez, voilà, choper la fiche. Je sais jamais si c'est là ou si c'est là. Démerdez-vous. C'est là ou là, voilà. Donc, je vous montre la vidéo ici pour les data attributes, mais je vous montre comment faire. Et ça sera la dernière partie, et on aura terminé. Moi, développeur back, développeur PHP, je parle avec mon pote développeur front, qui fait du React, ok? Il me dit, j'ai besoin de savoir, j'ai besoin quelque part d'avoir les données de chaque article, combien de fois il a été aimé, et surtout, est-ce que l'utilisateur actuellement connecté, il l'aime? Moi, développeur back, qui a accès à la base de données, je sais ces données. Je les ai. Rappelez-vous, quand on a fait nos var dump, dans notre liste des articles, dans chaque article, nous avons une donnée likes, qui est le nombre de likes, et une donnée isliked, qui nous dit, ben, ce mec-là aime cet article. Ok? Donc ici, ce que je peux faire, c'est utiliser les data attributes pour faire ça. Ici, je peux dire, dans chacun des spans, qui correspondent donc à chaque article, hein, rappelez-vous, je peux mettre ici data-likes, et ici, je peux mettre en PHP, je peux afficher le nombre de likes qu'il y a pour cet article. Cet article, il a une propriété likes, et c'est ça que je veux afficher. Je peux aussi mettre ici data-is-liked égale, et là, je vais afficher tout simplement le contenu de la propriété isLiked de mon article. Ok, sublime. C'est bien sympa tout ça. Et du coup, si je viens ici regarder mon code, si je regarde la source, et que j'actualise, regardez, chaque span ici, qui a la classe ReactLike, et qui va donc être considéré pour être notre composant React, a un data_likes avec un nombre de likes, et data_isLiked qui est égal parfois à 1, parfois à rien. Ça dépend si j'aime ou pas. Magnifique. Donc, le développeur back a fait son boulot. Il a mis les données nécessaires ici dans des attributs. Super. Maintenant, c'est au développeur front. Il lui explique, il lui dit, voilà, grosso modo, quand tu chopes un span, sache que dans ces attributs, tu as des données qu'il faut dans data_likes et dans data_isliked. Magnifique. Alors, qu'est-ce que je veux faire, moi, ici? Ben, moi, ce que je veux faire ici, c'est que je veux passer ces attributs à mon like button. Tiens, d'ailleurs, je vois ici que j'ai laissé un React create element. Ça, vous pouvez le remplacer tout simplement par du JSX, donc une balise comme ça, une balise fermante ici, et voilà. Au moins, on n'a plus le React.createElement. Donc ici, ce que j'ai envie de faire, moi, c'est de savoir, dans ce span, quelle est la donnée likes, ok? Donc je peux dire ici, const likes, c'est égal à mon span, dans lequel je vais regarder la propriété qui s'appelle dataset, ok? Alors le dataset, en fait, c'est l'ensemble des données data-quelque chose. Et donc, si je cherche data-likes, en fait, c'est dataset.likes. Ok, super. Alors, attention, puisque les données du dataset sont toujours des chaînes de caractères. Or, moi, ici, likes, j'ai envie que ce soit transformé en nombre. Hein. J'ai pas envie qu'il y ait écrit 0 entre guillemets, j'ai envie qu'il y ait écrit 0 en nombre. Donc, je peux ici mettre un petit plus devant, et ça me transformera cette donnée-là en véritable nombre. Ok. Et maintenant, il me faut la donnée isLiked. Alors, la donnée isLiked, j'ai envie que ce soit un booléen. Alors, rappelez-vous encore une fois, ici, si je regarde la source, dans mon data isLiked, ici, là, je vais zoomer pour que vous voyez bien, j'ai soit 1, soit rien. Et encore une fois, ce sont des chaînes de caractères. Donc, soit une chaîne de caractères 1, soit une chaîne de caractères vide. Ce que je peux faire, c'est dire ici, écoute, regardons ce qu'il y a dans span.dataset.isLiked. Alors, rappelez-vous ici, effectivement, je vous le mets en commentaire ici,
Rappelez-vous que data-is-liked, en JavaScript, ça se dit dataset.isLiked, comme ça en camel case. Ok, ça vous le saurez pour plus tard. Et donc, ce isLiked là, c'est une chaîne de caractères qui contient soit 1, soit rien. Ce que je peux faire, c'est la transformer en nombre déjà, directement. Ok, donc là j'aurai 1 en véritable nombre, soit rien, soit 0 du coup. Donc je peux dire si data isLiked c'est égal à 1, ok, ça veut dire que j'aime. Donc je veux en fait mettre la réponse à cette question dans ma variable isLiked. Et ça y est, j'ai terminé. C'est une question que je pose, ça va donner true ou false, et ça va se mettre dans isLiked. Et maintenant, je dois passer dans les propriétés de mon bouton, likes et isLike, et donc là, ici, ce que je peux faire, c'est dire, ben, likes, c'est égal à likes, et je peux dire ici, isLiked, c'est égal à isLiked. La propriété likes va être égale à ma variable likes, la propriété isLiked va être égale à ma variable isLiked. Je vais sauvegarder, et on va voir ce que ça nous donne. Si je viens actualiser ici, hop, je vais dézoomer, j'actualise, et boum! Voilà. Je sais combien les articles ont été aimés. Je sais si j'en aime déjà un ou pas. Si je clique là, parce que cet article est finalement très merdique, je ne le veux plus. Magnifique. Ça marche très bien. Si je clique ici, c'est parfait. C'est magnifique. Voilà. Alors n'oubliez jamais, hein, dans votre composant like button ici, dans l'idéal, ce qu'il faudrait faire, c'est avoir une requête Ajax, hein, tout simplement, pour aller dire, ben, je n'aime plus ou j'aime, enfin, peu importe. Mais en tout cas, faire en sorte que ça soit su du côté serveur. Et en fait, tant qu'à faire, on va faire une dernière chose. Ici, les amis, vu qu'on est en train d'utiliser quand même Webpack, on a la possibilité de faire des imports et des exports. Je vous propose ici qu'on ait un dossier dans JS, ici qu'on ait un dossier qu'on appelle Components. Hop, Components. Et dans ce dossier Component, on va se créer un nouveau fichier qu'on va appeler LikeButton, ok, LikeButton.jsx, même si vous voulez, ok. Et en fait, notre LikeButton qui est ici, là, on va le choper. Et on va le mettre à l'intérieur. Comme ça, on range un peu notre code, ok? Ça, c'est le code que l'on veut, le code JavaScript qu'on veut dans notre post.js. Mais en fait, notre like button, on veut qu'il soit ici. Alors faites gaffe ici, les amis. Si vous créez ça comme ça, vous êtes obligé ici d'importer React from React, hein, évidemment. Et ce que vous devez faire aussi, c'est dire que vous allez exporter par défaut cette classe. Donc vous pouvez le placer ici, export default class. Parce que si vous ne l'exportez pas, ben, vous ne pourrez pas l'importer maintenant ici dans le post pour pouvoir l'utiliser ici. Ici, je vais dire import like button from. Et là, comme je ne suis pas dans un module, je suis obligé de donner le chemin. Point component slash like button. Je sauvegarde. Normalement, mon watcher ici recompile immédiatement. Et si je viens ici et que j'actualise, magnifique. Ça marche parfaitement. Super. Et en plus, mon code ici, mon post... Mon code est relativement propre. J'ai ici mon JavaScript voilà, réel que je veux faire. C'est-à-dire que je suis en train de dire je veux lier un span, je veux lier des composants React à ce span. Et j'ai ici mon composant JSX. Magnifique, sublime, nickel. Et voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. On a fait pas mal de choses hein, quand même. Alors il y a aussi un truc dont je suis particulièrement content dans cette vidéo. Et j'espère que ça va beaucoup aider certains débutants qui ne comprennent pas cette magie du JSX. Juste comprendre que le JSX, c'est simplement une surcouche pour remplacer les React.createElement qu'on a vu au tout début. Parce que effectivement, une appli React, ça peut vous paraître très sexy au moment où vous la regardez, parce que il y a du joli HTML, etc. Mais si vous n'avez pas le JSX, React, ça devient beaucoup moins sexy. Alors le problème de JSX, c'est que vous avez besoin de Babel pour le traduire. Et donc, ben, si vous avez besoin de Babel, vous pouvez pas l'avoir dans le navigateur, vous êtes donc obligé de précompiler le code. Alors vous n'êtes pas du tout obligé de passer par là, hein. Si vous voulez, vous faites pas de JSX, et à ce moment-là, vous n'avez pas du tout besoin de Babel, vous pouvez tout simplement bosser tranquillement en bon vieux JavaScript, et ça marche nickel chrome. Donc, j'espère que vous avez appris plein de trucs ici, et que ça vous permettra, sur un futur projet, ou sur un projet justement déjà en ligne, quoi, hein, de pouvoir faire du React, si vous en avez envie, par petites touches, à certains endroits. Là, on a fait un bouton like, vous pouvez faire beaucoup plus, hein, vous pourrez très bien faire, par exemple, un système de commentaires sur un article, c'est le genre de choses qu'on peut faire avec React. Du coup, c'est pas une application entière qui est faite avec React, c'est juste du React par petites touches. Merveilleux. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas toujours, hein, bien sûr, le petit pouce bleu qui fait plaisir, hein, et puis qui fait du référencement, si j'ai bien compris, parce que je me suis pas intéressé, mais a priori, faut des pouces bleus pour être connu, ok, super, donc envoyez. Si vous avez des questions, des remarques, des suggestions pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas à les mettre en commentaire en dessous, je me ferai un plaisir de venir les voir et d'y répondre le plus souvent possible. Et enfin, bien sûr, si vous ne voulez pas rater la prochaine vidéo et être sûr d'être au courant, abonnez-vous et mettez la petite cloche, comme ça au moins ça vous préviendra automatiquement. Et d'ici là, ou à ce qu'on se croise dans la vie réelle, n'oubliez jamais, développez-vous bien.